Bonjour à tous. Je prenais pas le micro. Bon, je pense que j'ai une voix qui porte assez. Donc merci d'être venu aujourd'hui de nouveau à Arcadia pour terminer le cycle de conférences. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Gaëlle Crène, qui est maîtresse en conférence en sciences de l'information et de la communication, j'espère ne pas faire d'erreur, à l'Université de Lorraine, qui va nous parler des émotions dans les parcours muséographiques. Donc, Gaëlle Crène a contribué au catalogue de l'exposition Gaïa. Ce cycle de conférences s'insère justement dans la programmation culturelle autour de l'exposition temporaire. C'est la dernière conférence. Samedi prochain aura lieu la projection du film documentaire Gaïa. Je laisse la parole à Gaëlle Crène. Je vous souhaite une très belle conférence. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier Julie Chevalier et le musée Mandet pour cette invitation. Et je suis très heureuse d'être ici avec vous et d'avoir l'occasion de partager donc, quelques réflexions sur le musée Lieu de l'émotion. Donc dans cette conférence, je me propose de réfléchir à la place de l'émotion au musée, d'observer sa présence et la variété de ses formes. Donc ça c'est un aperçu, puis un peu subjectif aussi. Ça peut paraître peut-être évident que l'émotion ait sa place au musée, mais en fait je voudrais commencer en disant que c'est pas si évident, et donc de regarder comment l'émotion a conquis en fait sa place au musée. Donc mon exposé va se dérouler en 4 parties. Je voudrais d'abord juste rappeler quelques jalons historiques sur la place de l'émotion au musée, et ensuite principalement donc décrire des expérimentations, donc des multiples stratégies muséographiques dans des musées un peu autour du monde, un monde muséal un peu mondialisé, qui donc donne place à l'émotion au musée. J'aborderai ensuite un petit peu les limites et les possibles dérives dans cette mobilisation de l'émotion, pour conclure sur l'importance de l'enjeu que constitue la représentation et l'émotion pour la période contemporaine. Alors, je m'habitue à être sur le bon défilement. Donc, je commence avec ces jalons historiques sur la place de l'émotion au musée, pour rappeler que finalement c'est une place qui a été longtemps disqualifiée, parce que le musée était d'abord considéré comme un lieu savant et un lieu de rationalité. Et l'émotion a été disqualifiée, notamment parce qu'elle était conçue comme un obstacle à la compréhension, donc à l'acquisition du savoir, et à l'action aussi, donc une capacité à sidérer un peu. Et puis elle était même considérée comme dangereuse dans le domaine notamment patrimonial, voire suspecte, car quand on mettait en place finalement des mises en scène émotionnelles qui suscitaient l'émotion, c'était souvent au profit de perspectives plutôt nostalgiques, voire de points de vue politiques même réactionnaires, plutôt montrer des choses du passé qui étaient mieux avant. Donc pour ces deux raisons, on se méfiait de l'émotion, et donc là je montre ces galeries de paléontologie, entre autres exemples de musées où on voit bien l'ordre rationnel, savant de la connaissance du vivant qui est disposé avec toute sa rigueur. Et voilà, donc là même, donc on voit une vue surplombante ici de ces galeries, le fait même qu'on ait justement ces galeries avec leur balcon et que l'on puisse surplomber montre que l'on a bien l'intention de décrire le monde de façon rationnelle et de ranger les spécimens comme il faut. Et voilà, et ces ammonites par exemple, voilà, c'est pareil, c'est des objets de science à connaître et à classer. Alors, l'émotion connaît pourtant aujourd'hui, dans les dernières années, une revalorisation dans la sphère muséale qui passe par une inversion des stigmates dont elle a été frappée, puisqu'on considère qu'aujourd'hui qu'elle participe précisément à la compréhension et à la prise de décision, et qu'elle est même un moteur pour l'action. Donc on a complètement changé de perspective. Et de plus, par son caractère social, partageable, les émotions peuvent donc nous rassembler
et nous inciter à changer nos comportements et à favoriser l'engagement. Ces deux aspects, voilà, changer nos comportements, s'engager, deux aspects qui correspondent de plus en plus aux objectifs que les expositions, les musées se fixent, dans une approche renouvelée, où le musée est moins vu comme un espace de présentation des choses du passé, enfin, il l'est toujours, mais on insiste aussi, à côté de la transmission d'un discours sur le passé, sur le lien avec le présent, sur l'arène de débat qu'il peut constituer, et un lieu même d'expression et de gestion de leurs sentiments par les visiteurs. Donc ça, c'est une approche nouvelle au musée, et je dirais que c'est des questions vraiment vives, parce qu'elles sont au cœur des débats qui ont lieu, par exemple, au Conseil international des musées, qui tente actuellement de redéfinir ce qu'est un musée, et il y a des débats passionnés justement pour savoir voilà, quelle est la place de l'engagement, etc., qu'on doit laisser. J'ai pu lire récemment un entretien donné par Sheila Watson, qui est la directrice adjointe de l'école de Leicester, l'école de muséologie de Leicester en Angleterre, qui est un centre important de recherche, et donc qui racontait que dans un projet consacré aux musées nationaux en Europe, donc je la cite, « Je me suis rendu compte que les musées tentaient d'expliquer la nation dans le musée en utilisant des termes logiques et intellectuels, et que ce qui importait vraiment était l'impression affective que les nations faisaient sur les gens. » Je vais passer à la suite. J'aimerais donc que nous commencions à prendre conscience que la vieille division entre émotion et cognition ne représente pas la façon dont les gens réagissent et pensent lorsqu'ils parcourent une galerie. Ils pensent et ressentent simultanément, et la conception des galeries doit en tenir compte. Je m'inscris à la suite de Sheila Watson. C'est aussi, moi, dans ma démarche de chercheuse, que j'en suis venue à réviser la place que moi-même j'accordais à l'émotion dans mes pratiques de visite, dans mes analyses, et voilà, qui fait que je me suis retrouvée aussi à m'intéresser à l'émotion, ce qui n'a donc rien d'original, puisque c'est un courant, disons, qui se renforce actuellement dans l'ensemble des sciences humaines. Donc, on a considéré, ça s'est fait un peu par étapes, on a commencé à considérer les affects des visiteurs, et tout d'abord en commençant à reconnaître déjà la place du corps. Car pendant longtemps, on a survalorisé chez le visiteur idéal, la conception du visiteur idéal qu'on se faisait, on a survalorisé un sens, et un sens seulement, la vue. Et on a un peu négligé le corps. Et cette vue, elle était mobilisée soit pour un émerveillement esthétique dans le cas des musées d'art, soit pour la compréhension rationnelle par l'observation dans les musées de sciences. Donc je simplifie beaucoup trop, mais voilà. Donc progressivement, déjà, on a dépassé cette vision d'une espèce d'œil de l'esprit qui se promènerait comme ça au musée, et on a redonné un corps au visiteur et des sens, au-delà de la vue. Alors ça a pu passer par des dispositifs consacrés aux enfants. On est ici au Musée national de Copenhague, qui a une galerie des enfants dans laquelle on peut se déguiser. Donc vous voyez, miroir, costume, on se déguise, donc on agit avec tout son corps, et puis on peut ensuite jouer à la marchande dans les stands qui sont là. Et finalement, on ne s'est pas arrêté au dispositif pour enfants. Pour les adultes aussi, on a commencé à utiliser le corps et les affects. Donc là, c'est moi, je vais me mettre en scène un petit peu. Je suis en train d'éprouver le casque le poids et le sentiment de froid de ces casques du Moyen-Âge au musée historique de Strasbourg. Donc ça fait partie des parcours permanents. Et puis il y a autre chose que je peux difficilement illustrer, qui sont des loupes sonores. Donc on nous propose des petits segments sonores, des soundscapes, des paysages sonores, qui nous racontent par exemple un festin au Moyen-Âge, qui nous parle des épices, des recettes, etc. Donc on est plongé par l'ouïe, mais dans un monde de sensations.
hein. Donc ça, c'est des façons donc, de reconnaître la place du corps et de les utiliser déjà dans le but un peu de susciter des émotions. Alors, les expériences sont allées croissant et finalement, les musées se sont de plus en plus tournés vers leurs visiteurs et l'expérience du visiteur est devenue de plus en plus la base de la conception des parcours de visite. Alors, c'est lié en partie à une recherche de rationalité, de rentabilité, je voulais dire, des musées, éventuellement face à des engagements des finances publiques ou enfin, des besoins d'attirer beaucoup de visiteurs, mais c'est aussi lié à l'influence de courants en muséologie tels que l'écomuséologie, donc la réflexion sur les écomusées, et aussi plus généralement sur les musées de sciences et de société. Donc là que je distingue finalement des musées d'art qui ont été peut-être moins, qui ont été plutôt moins innovants à la base dans ces recherches. Donc des courants tels que l'écomuséologie qui vont contribuer donc à placer le visiteur et son expérience au cœur de la conception des parcours. Donc on va progressivement proposer de nouvelles expériences aux visiteurs qui sont à la fois des expériences sensibles, qui touchent et stimulent les sens, hein, tous les sens, l'ouïe, la vue, etc., même l'odorat, même le goût, qui mobilisent le corps, et puis on va essayer aussi de générer des émotions, de lui faire vivre des émotions, et pour que cette expérience du visiteur soit riche, intéressante et complète, on va même y associer d'autres choses qui génèrent des émotions, telles que la sociabilité, le fait de passer un moment avec des gens et éventuellement aussi avec les plaisirs sensibles de la nourriture et de la boisson. Donc il y a de nouvelles expériences muséales. Je prends pour exemple ici les soirées Jurassic Lounge qui ont été lancées par l'Australian Museum de Sydney, qui est un musée de sciences naturelles et d'ethnologie, qui voulait attirer un nouveau public de jeunes urbains et qui leur a proposé des soirées où il y avait toutes sortes d'activités, des concerts de musique. Donc là, vous voyez une salle consacrée à des mises en scène de squelettes, déjà un petit peu étonnantes, puisqu'on voit une sorte d'homme à cheval, là, enfin en squelette, mais où on pouvait, un verre à la main, avec ses amis, éventuellement allongé sur des coussins sur le sol, assister à un concert, entre autres activités. Il y avait du silent disco, il y avait des explorations avec des torches, il y avait énormément du body painting, enfin plein de choses qu'on n'a pas forcément, qu'on s'attend pas forcément à voir au musée, mais donc qui proposait une expérience multisensorielle adaptée au rythme de vie, aux sociabilités et aux intérêts des jeunes adultes urbains. Donc des émotions parfois fortes, hein, puisque là je me remets en scène à nouveau, je me suis permis d'être présente dans ces images. Il y a en Australie les démonstrations d'animaux, les montreurs d'animaux sont une activité traditionnelle. Donc là il y avait des montreurs de serpents. Donc là c'est un serpent que j'ai autour du cou. Et bon, voilà, je panique un peu. Et à côté, ce qu'on voit là, cette gueule béante de requin, c'est une table tactile interactive avec donc, des jeux d'exploration, de découverte. C'est bizarre parce que normalement ça devrait être branché. J'espère que ça va pas. Bon, espérons que ça va tenir. Bref, donc une table tactile et qui fait peur aux visiteurs avec un requin qui surgit. Donc des émotions là fortes, hein, aussi. Je prends un dernier exemple qui sont les soirées Before du musée du Quai Branly à Paris, par exemple à l'occasion de l'exposition Persona en 2014. Et là aussi, on cible
un public de jeunes adultes à qui on va proposer un moment VIP, parce qu'on vient après les heures habituelles du musée, on vient entre soi, c'est pas un moment où il y aura trop de familles avec des poussettes, et on va vivre des expériences multiples liées au musée, mais qui sont toutes, voilà, qui stimulent les sens, qui stimulent les imaginaires, et qui sont inattendus au musée. Là, j'ai insisté sur le fait qu'on voit le jardin illuminé le soir, qui est un spectacle qu'on voit rarement, et puis sur les couleurs étranges des cocktails que l'on peut découvrir, et de la nourriture elle-même qui devient une expérience sensorielle par les multiples couleurs. Voilà pour la première partie. Je voudrais maintenant évoquer donc des expérimentations sur la façon de de générer des émotions, mais en faisant une distinction, parce qu'on est quand même dans le contexte de la France où il y a une particularité qui est la relative césure que l'on a entre les musées d'art d'un côté et les musées de sciences de l'autre, même si ici, en ville, il y a des musées qui peuvent donner une vision plus complexe. Mais on a des musées qui ne dépendent pas des mêmes ministères. Des musées d'art qui dépendent du ministère de la Culture, des musées de sciences qui dépendent du ministère de la Recherche. Et du coup, on a des pratiques différentes. Donc, c'est juste pour annoncer que je vais passer très rapidement sur les cas de l'art, pour m'intéresser plutôt. Alors là, ça c'est pas normal. Je vais chercher un technicien. Vous allez chercher quoi? Le technicien. Mais non, mais j'ai un problème de batterie. Sauf que c'est pas normal. J'ai plus de batterie. Vous avez plus de batterie? Est-ce qu'on a un ordinateur de secours ou pas? Parce que j'ai. Mais vous n'avez pas votre chargeur? Mais si, il est branché, c'est ça que je comprends pas. Parce que l'électrique fonctionne. Comment? Est-ce que l'électrique fonctionne? Donc il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas vu. Je change de. Peut-être. Ah. Parce que là, c'est en charge. J'ai l'impression que c'était pas comme ça tout à l'heure. Ceux qui étaient déjà là la semaine dernière, Oui. nous avions eu des problèmes, pas les mêmes, mais des problèmes informatiques. Ah oui. Je comprends pas pourquoi il n'est pas chargé là. Je vais essayer de le réveiller. Sinon j'ai un ordinateur. Ouais, mais. C'est bon. Il charge? Oui, là il charge. Bon, alors ne bougeons plus. Normalement, ça devrait aller. Merci. Je crois que la prise n'était pas bonne, hein, ça doit être ça. Enfin, je veux dire, j'ai pas. Oui. Bien, donc je reprends. Je disais que j'allais passer rapidement sur le cas des musées d'art. Bon, c'est aussi que je ne suis pas historienne d'art et spécialiste des musées d'art. Et je suis plutôt dans l'étude des musées de sciences et de société, dans une perspective en sciences de l'information et de la communication, où je m'intéresse notamment plus à l'accès du patrimoine et des œuvres au public qu'à l'aspect conservation des œuvres, par exemple. Donc l'accès, comment est-ce qu'on rentre en lien avec
les contenus muséaux, œuvres ou objets, etc. C'est ce qui m'intéresse. Donc ça va, je pense, se voir. Alors, je voulais quand même évoquer brièvement le cas des musées d'art, là encore en simplifiant beaucoup trop, mais donc dans lesquels l'émotion esthétique est de toute façon une fin directe, et où on a souvent pour favoriser l'expression de cette émotion esthétique, enfin l'apparition de cette émotion esthétique, on a favorisé notamment l'esthétique du white cube. Donc c'est l'idée d'enlever tout obstacle en fait entre l'œuvre et le visiteur. Donc on a un environnement le plus dépouillé possible pour que donc il y ait une sorte de contact immédiat. Alors en fait c'est quand même une façon d'organiser le contact parmi d'autres, hein, mais on a tendance à valoriser beaucoup cette dimension, ainsi que utiliser des scénographies qui vont donner des indices de l'émotion à ressentir, de l'œuvre qui est à vénérer, enfin à admirer, voire à vénérer, et notamment par l'usage des dispositifs tels que les vitrines. Je prends ici l'exemple du musée du Quai Branly et de l'exposition des arts premiers. Alors, bien, on n'est pas exactement dans le cas des beaux-arts, puisqu'on est dans un cas d'un musée d'ethnologie, mais une ethnologie qui précisément a été reconnue comme un lieu qui essaye de montrer les arts premiers comme des œuvres d'art, hein, vraiment d'accentuer la dimension esthétique. Et je voulais juste évoquer donc la vitrine qui a une double fonction, qui est à la fois de mettre à distance, mais mettre à distance pour exaucer la valeur des œuvres, et rendre noble, hein, pointer aussi l'importance. Alors, au musée du Quai Branly, récemment, il y a un nouveau type de vitrine qui a été proposé, créé par l'architecte du musée lui-même, Jean Nouvel, et qu'il a appelé les auras. Et ce sont donc des vitrines en forme de bulle et sans structure apparente. Et ces auras sont censées donc s'adapter encore mieux aux objets, aux œuvres, aux objets, et donc pour qu'on ressente encore plus leur beauté formelle, et que ça génère des émotions. Je prends un autre exemple, c'est encore dans un musée ethnologique, mais qui veut présenter les œuvres comme vraiment en insistant sur l'aspect esthétique. C'est le Wereldmuseum à Rotterdam. Alors là, on voit une vue où, donc, ce que je voulais montrer, c'est que les objets ont l'air un peu de flotter, parce qu'on dissimule les moyens de les porter. Et puis, ils ont l'air d'avoir un halo avec la lumière qui se dégage derrière. Et puis, surtout, on voit au premier plan, en fait, le coin là qui est un canapé. Et donc, on est invité à se mettre à distance et à s'installer pour la contemplation. Et c'est à côté du canapé qu'on va trouver des cartels. Donc, c'est le principe d'écarter les cartels et tout indice d'interprétation des œuvres elles-mêmes, pour qu'on soit dans des œuvres dont on se délecte. Juste une autre vue de ces présentations. Là, j'ai pris la vue en oblique pour que l'on voit les montants. Mais en fait, si je suis devant la présentation, j'ai vraiment l'impression que les objets flottent par magie dans l'espace. Un dernier cas sur les musées d'art, ou plutôt une nouvelle expérience qui est proposée concernant les œuvres d'art et qui est génératrice d'émotions, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut considérer dans les expériences muséales ou d'exposition actuelles, hein. Ce sont les expositions immersives où on est en fait comme projeté dans les images, dans des gigantesques reproductions vidéo finalement des œuvres. Donc c'est le cas d'Imagine Van Gogh de Encore Production France, mais j'ai vu récemment qu'il y avait 5 expositions vidéo immersive consacrée à Van Gogh qui tourne actuellement partout dans le monde.
Donc c'est une tendance. Donc pour reprendre les mots du producteur, Imagine Van Gogh a pour ambition de présenter au public des œuvres de Van Gogh en taille XXL, de manière à apprécier le travail du peintre de la façon la plus précise et la plus immersive possible. Leur démarche, mettre la technologie au service de l'art, en plongeant le spectateur au cœur de l'œuvre pour lui faire ressentir les émotions créatrices de l'artiste. Donc une nouvelle façon de générer des émotions en passant de l'œuvre authentique à une projection vidéo immersive. Donc je m'en tiens là pour les musées d'art et donc je vais maintenant détailler un peu plus le cas des musées de sciences et de société. Donc avec un petit catalogue en fait de stratégies muséographiques génératrices d'émotions. Alors en commençant par ce que j'avais déjà un petit peu évoqué, qui est déjà le principe de l'immersion sensible. Immersion donc, qui va toucher les sens, mais immersion qui est censée aussi générer un intérêt, voire un engagement, c'est-à-dire rendre sensibles les visiteurs à, sensibiliser à finalement. Donc c'est le cas du Biodôme de Montréal qui est un espace où des écosystèmes ont été reconstitués et où les visiteurs traversent ces écosystèmes. Et c'est un musée d'un genre nouveau qui a ouvert en 1992, donc qui était censé, grâce à cette immersion, sensibiliser les visiteurs à l'environnement, aux risques qui pesaient sur lui et donc ultimement à sa défense. Donc il y a dans différents types de musées déjà l'immersion qui a été mobilisée. Mais pour en venir à d'autres stratégies, je voudrais ici aborder les différentes stratégies ou les différentes tactiques dans cette stratégie qui consiste à tendre un miroir. C'est-à-dire générer des émotions en générant une identification et une empathie. Alors, ça peut être par la présence de témoignages. Donc ça, c'est un courant de fond d'insérer dans les parcours muséographiques des témoignages. Par exemple, sur des expériences douloureuses, et donc faire ressentir l'empathie pour sensibiliser les visiteurs. Je prends ici deux exemples tirés du musée de la ville de Sydney. Alors, ce premier exemple concerne une exposition qui s'appelait From Little Things Big Things Grow. En fait, donc, des petites choses, de grandes choses naissent, mais c'est un refrain d'une chanson militante, donc un protestant, une chanson contestataire, donc qui résonnait pour tout le monde, et qui est en fait une exposition qui parlait des générations volées, c'est-à-dire des enfants des communautés autochtones qui étaient retirés de leur famille pour que leur culture disparaisse. Et donc, dans cette exposition, je passe à juste une deuxième, une exposition qui était présentée comme ça avec des grands portraits. Donc déjà, on avait l'impression de rentrer en contact avec des gens, d'être dans un face-à-face, dans un dialogue. Et dans cette exposition, donc, il y avait plusieurs moyens de montrer des témoignages. Ça pouvait être des témoignages audio enregistrés d'anciens enfants des générations volées qui nous racontaient leur histoire, comme on voit la dame d'un côté là, ou alors des panneaux, et ici donc il y avait le panneau, on voyait un petit enfant avec sa mère à côté, et un extrait absolument déchirant où il explique qu'un jour, après l'école, il cherchait sa mère, elle était partie, c'est-à-dire qu'on l'a arrachée à sa famille. Et donc c'est tout à fait, voilà, moi je pleure quand je vois ça. Donc, et voilà. Et alors, un autre exemple sur alors c'est également à Sydney, une exposition intitulée On Their Own, donc ils sont tout seuls, au musée national de la marine, et qui concernait une autre question douloureuse, les migrations forcées des enfants britanniques en Australie au début du XXe siècle. Il y a beaucoup d'enfants de familles pauvres britanniques qu'on a envoyés travailler dans des fermes
en Australie en leur promettant un avenir meilleur. L'avenir n'a pas toujours été meilleur, ils ont été souvent victimes d'abus, de violences, etc. Donc c'est encore un sujet très délicat, et dans l'exposition, ben, ça repose aussi sur les témoignages des victimes, des anciennes victimes, tout un travail de recueil et des témoignages dans le courant aussi de l'histoire sociale, hein, le fait de recourir justement à ces histoires des victimes qui n'ont pas été écrites, hein, qui n'ont pas donné forcément lieu à des traces écrites et qu'on va recueillir. Et pour accroître cette identification et cette émotion, on peut utiliser des avatars. Donc par exemple, on peut se faire remettre au début de l'exposition une carte intitulée donc, « Le voyage d'un enfant ». Et en fait, on fait toute l'exposition en suivant le destin de cet enfant-là. Et on sait à la fin si il a pu retrouver sa famille, par exemple, ou pas. Donc on s'identifie totalement, et ça c'est le système des avatars, et aussi utilisé à Washington au musée de l'Holocauste, où on commence la visite avec une carte, et on sait à la fin si la personne, voilà, si cet avatar, c'est une personne qui a survécu ou pas. Donc dans cette exposition sur ces tragiques histoires d'enfants, on voit par exemple qu'on arrive à une dernière salle où on peut déposer son propre témoignage et témoigner de ses propres émotions en passant par exemple dans ce couloir où on a d'un côté hein, la photo du petit enfant qui a connu cette migration et puis voilà, et puis l'homme qu'il est devenu. Donc hein, on passe entre ces deux photos d'une personne et rien que ça c'est émouvant. Alors, tendre un miroir, ça passe aussi par, en fait, mettre en scène les visiteurs ou les mettre face à ce qui peut être un miroir d'eux-mêmes. Alors, c'est par exemple ce que propose le musée des Confluences à Lyon, qui, dans ses expositions permanentes, qui essayent de nous faire réfléchir vraiment aux grandes questions de nos origines, des liens qui nous unissent, etc. Par exemple, met en scène au début d'une galerie ces mannequins de nos ancêtres, hein, pour provoquer une sorte de vertige, un petit peu de reconnexion avec nos lointains ascendants, ou qui nous propose dans une autre salle de toucher une météorite préhistorique. Donc par le toucher, on a aussi ce vertige du temps qui nous est proposé. Alors, je continue avec cette idée de tendre un miroir. Ça peut être des fois tout simplement en montrant des photographies où on voit des sujets qui sont eux-mêmes sujets à des émotions. Je prends ici le cas, bon, la photo n'est pas bonne, mais elle a du sens pour moi, parce que c'est une photo au National Museum of American History à Washington, et qui est dans une partie de l'exposition consacrée au mémorial aux vétérans du Vietnam. Donc ce mémorial, il est à quelques centaines de mètres en fait de ce musée, sur le grand mall des musées de Washington. Et curieusement, j'ai pas été émue au mémorial des vétérans du Vietnam, qui pourtant est un monument qui fait beaucoup ressentir. Mais par contre, j'ai été hyper émue en voyant cette photo d'un jeune homme qui est en deuil là devant ce mémorial. Et voilà. Et donc, je ne sais pas exactement pourquoi, mais moi, c'est la photo de ce jeune homme en deuil qui m'a bouleversée. Alors, je poursuis avec une autre façon de générer des émotions, qui est ce que j'appelle la voix poétique, où il s'agit de confronter, de faire dialoguer ou de mettre un peu parfois en contrepoint des catégories de pensée pour produire des émotions et parfois un petit peu court-circuiter la raison en fait, hein, un petit peu nous prendre un petit peu par surprise aussi.
Alors, ça peut être en confrontant déjà les catégories disciplinaires qui distinguent par exemple l'art et la science. Je prends ici pour exemple l'exposition Scientifiction présentée au Musée des Arts et Métiers en 2019 et qui mettait en regard les bandes dessinées de Black et Mortimer avec, qui explorent donc des thèmes scientifiques, même futuristes parfois, et puis les objets du musée. Et là, on était en fait dans des mises en scène qui bouleversaient un peu les repères, puisqu'il y avait des objets scientifiques qui paraissaient presque des œuvres d'art, et c'était mis en regard avec les bandes dessinées, donc des œuvres d'art qui devenaient décors, enfin bon, voilà. Donc plein de vues inattendues, et un spectacle visuel très fort, et de ce mélange entre les références à l'art et les références à la science naissait vraiment un des points de vue, enfin bon, quand ça marchait, hein, quand on rentrait dedans et qu'on se laissait porter, voilà. Donc sur la première photo, il y a des tubes de verre en fait, qui sont donc des instruments de chimistes hein, de la collection du musée, et puis qui sont mis en regard avec les décors et les masques à gaz, qui sont donc les masques à gaz de la collection du musée, et puis les décors qu'on voit dans les expos de Black et Mortimer. Et sur l'autre photo, ce sont des rangées de minéraux, mais qui sont présentés comme un spectacle, avec leurs différentes couleurs, etc. Alors, dans cette voie poétique, on trouve aussi la pratique de même déborder un peu les catégories des disciplines scientifiques qu'on s'attend à trouver au musée, en allant éventuellement du côté de parasciences, voire de magie, et en tout cas de nous proposer des modes de classement qui ne répondent pas à ce que on est habitué à voir, et qui peuvent par exemple proposer la juxtaposition d'objets simplement par des ressemblances formelles, des évocations formelles, donc poétiques, et donc qui vont bousculer nos catégories, nos façons de penser. Alors c'était le cas en tout cas dans l'exposition Théâtre du Monde présentée à la Maison Rouge, un lieu d'exposition appartenant à un amateur qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui, et là qui faisait une exposition notamment avec les collections du musée de Tasmanie, hein, qui s'est fait une réputation justement dans ce genre de présentation où on mêle art, science, magie, mythe, voilà, et qui bouscule nos catégories de pensée et génère aussi des émotions esthétiques, mais aussi, enfin, voilà, peut-être d'autres aussi. Il y a des choses qui peuvent être aussi effrayantes, gênantes. Il y avait des salles avec des œuvres abordant la sexualité de façon assez crue, et d'autres concernant la mort, aussi assez... Alors je poursuis avec également une tendance qui est assez, je pense, vive actuellement, qui est la confrontation de langage muséographique et de conventions disciplinaires, cette fois-ci en faisant par exemple une espèce de raccourci, de choc entre des époques muséologiques différentes finalement. Par exemple, l'exposition inaugurale temporaire qui accompagnait l'ouverture du musée des Confluences était intitulée La Chambre des Merveilles, et nous rappelait en fait l'univers des cabinets de curiosité, des chambres de merveilles du XVIIe siècle, et donc avec par exemple des présentations de spécimens naturalisés d'oiseaux, mais pas de la façon hyper rationnelle, chaque oiseau dans sa cage, qu'on peut voir dans les muséums,
mais avec enfin, voilà, ces grandes fresques murales, mais qui, à côté, pouvaient nous placer une véritable chimère. Donc, je ne sais pas si on distingue bien, mais c'est la petite photo du haut, donc c'est une chimère, c'est donc un faux en fait, hein. C'est un corps de raie avec une tête de chat, enfin bon, c'était des faux, hein, qu'on mettait dans les musées, mais donc voilà, ça déborde complètement justement les catégories muséales. Et en bas, un œil de baleine. Alors voilà, un œil de baleine, ben, parce que c'est un objet curieux, et puis on va le rapprocher d'œufs d'autruche, puis on va le rapprocher de minéraux, parce qu'ils sont tous blancs, enfin bon. Donc, des façons de classer, des façons de voir le monde, des façons de penser qui correspondent à la cosmologie de la Renaissance, par exemple, et qu'on nous réinterprète ici, qu'on nous repropose ici, et qui dégagent aussi, enfin voilà, nous perturbent nos références et nous interpellent de plein de façons, hein, esthétiques, mais aussi imaginaires. Alors, il y a une veine qui a été suivie aussi, qui est celle d'aller du côté du déplacement, des métaphores, des chimères, voire du monstrueux. Et je voudrais célébrer ici l'œuvre de Julien Salot en montrant son faisanglier. Donc cette chimère très étrange de faisan et de sanglier qui est actuellement présentée dans la nouvelle exposition du musée de la chasse et de la nature. Mais je ne sais pas, peut-être vous en avez entendu parler, il y avait une conférence, je pense, avec le... Alors, pour ceux qui étaient présents la semaine dernière, Raphaël Abril, qui est conservateur au musée de la chasse et de la nature, a travaillé sur les œuvres de Julien, mais plutôt via le prisme de l'art pariétal. D'accord. Donc, voilà. Donc le faisanglier n'a jamais été abordé. Et c'est une pièce que je connais bien puisque je l'ai exposée précédemment en 2017 dans une exposition sur la chasse. Et cette pièce était installée au centre d'un salon. Et sur les murs de ce salon, on avait placé des tentures de la manufacture des Gobelins qui évoquaient les grandes chasses qu'on retrouve dans les métamorphoses d'Ovide, et en fait on ne savait pas tellement ce qui était contemporain ou ancien, et finalement cette pièce, effectivement, qui est une taxidermie mêlant 2 faisans et un sanglier, totalement hybride, se mêlait parfaitement aux tapisseries 17e et 18e siècle. C'était... et c'est une pièce contemporaine de Julien Salot, effectivement. Propriété, effectivement, du musée de la chasse et de la nature. Alors merci pour ces éclairages, parce que je ne voulais pas non plus réduire le travail de Julien Salot à... Voilà, multiples dimensions, mais enfin, je vais pointer que ça fait partie donc de ces voies poétiques pour générer l'émotion. Alors, je vais avancer maintenant donc, pour évoquer rapidement les limites et les dérives, parce que je pense qu'il ne faut pas que je traîne trop là à finir. Il y a une question qui se pose quand même, c'est que on peut parfois donc, être soumis à des expériences émotionnelles violentes, assez négatives, qui peuvent éventuellement un peu traumatiser les visiteurs, et généralement dans le but justement de les faire changer de perception sur un sujet, et puis de les sensibiliser, comme je disais. Donc, par exemple, le dispositif sur le Middle Passage, donc le passage de l'Atlantique, hein, au Musée international de l'esclavage de Liverpool, est un dispositif où on a des écrans circulaires et on passe au travers. Et sur ces écrans, il y a des films en très gros plan de détails de corps d'une personne qui est dans la cale du négrier. Et on entend des bruits, on la voit même vomir. C'est horrible, c'est insupportable. Et donc là, voilà, on peut se demander bon, jusqu'où on peut éthiquement aller, mais aussi jusqu'où on peut instrumentaliser aussi ces émotions que l'on génère chez les visiteurs à certaines fins. Et bon, est-ce que c'est bien raisonnable? J'avais par exemple découvert ce concept développé par
l'entreprise UX Good Team, donc expérience utilisateur, ce qui est la courbe INSOVU. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire INSOVU, mais en tout cas, ça consiste à concevoir des parcours d'exposition où des contenus douloureux alternent avec des opportunités de réflexion juste avant que le spectateur atteigne le burn-out émotionnel, point crucial où les réponses négatives peuvent submerger le spectateur et créer un sentiment de désespoir. On introduit de l'espoir et des possibilités d'action pour créer une épiphanie. L'action est possible, cela transforme l'empathie introspective en compassion pour les autres et en motivation à contribuer à un changement positif. Donc là, c'est vraiment instrumentalisé, une sorte de parcours émotionnel qu'on optimise. On va bien un peu brutaliser les visiteurs pour qu'après ils soient mobilisés. Donc ça fait quand même un petit peu réfléchir. Il y a le musée de la ville d'Amsterdam qui propose aussi un parcours de son, ça je ne l'ai pas visité, hein, mais j'ai vu des comptes rendus, où il y a une reproduction du quartier rouge à Amsterdam, là où le quartier où on voit des prostituées comme en vitrine, quoi. Et donc pour dénoncer la prostitution, on nous fait passer dans une sorte de rue comme ça. Donc bon, ça provoque certainement une gêne forte et peut-être à réfléchir là-dessus. Alors, du coup, sur cette question de l'instrumentalisation des émotions, je ne sais pas non plus si c'est vraiment si efficace que ça. Et je constate que c'est employé notamment pour la sensibilisation aux questions environnementales, par exemple. Sur la protection de la nature, il y a eu plusieurs tentatives pour essayer de sensibiliser les gens, et quand la démarche rationnelle ne semble pas suffire, soit on essaye de provoquer un choc esthétique, donc l'émerveillement devant la beauté de la nature, soit on va aller dans le choc négatif en montrant, entre guillemets, les horreurs de la culture, c'est-à-dire la catastrophe, la pollution, etc. Donc ça, c'est pas du tout des choses anciennes ou éculées, c'est ce qui se fait encore actuellement. Au Muséum d'Histoire Naturelle, on est présenté actuellement à Paris, donc l'Odyssée sensorielle, une nouvelle exposition immersive, c'est toujours nouveau, hein, bon, qui est plus immersive que jamais, avec du son, avec des images d'une qualité incroyable, avec une immersion de qualité incroyable. Et là, normalement, on sera donc tellement saisi de la beauté de cette nature qu'on fera tout pour empêcher qu'elle disparaisse. C'est que la dernière d'une longue série d'expositions du muséum qui prenait ce ressort. Et je mettrai de l'autre côté certaines expositions de la Cité des Sciences à la Villette à Paris, qui vont plutôt pour montrer les horreurs de la culture, c'est-à-dire tout ce qu'on a détruit, tout ce qui est dramatiquement endommagé, etc. Parfois de façon assez anxiogène, pour essayer, par exemple, de proposer un choc. Et pour poursuivre dans cet exemple de la technique des émotions pour sensibiliser à la nature, je remarque que dans un cas comme dans l'autre, le problème qui fait que ça ne marche pas très bien, je pense qu'il est plutôt dû à la façon dont on parle de la science, en réalité, dans ces expositions. De la science et de ses rapports avec la société. Que précisément, on présente la science comme encore séparée de la société, au lieu de montrer comment science et société se nouent, finalement. Qu'on parle encore de la science comme facteur de progrès, et qu'on ne parle pas encore, peut-être assez, du fait qu'il y a voilà, des relations écosystémiques, d'interdépendance, et qu'il faut faire attention à des équilibres globaux plutôt qu'à une sorte de ligne vers le progrès, ou encore que l'on parle de la science faite, les résultats, les lois qui sont établies, et qu'on met moins en avant tout ce qui est l'incertitude, le rôle de l'erreur, etc., qui sont aussi le processus des connaissances scientifiques. En fait, là, c'est un pas de côté, c'est pour montrer qu'on utilise les émotions pour la sensibilité à la nature. Je doute un peu de l'efficacité, mais il y a un autre problème qui est donc comment
tout bonnement on parle de la science. Je vais conclure avec 3 points que je voudrais évoquer. 3 points pour pointer que la place de l'émotion reste un enjeu contemporain pour le musée, enfin est un enjeu contemporain. Alors, premier point, c'est de souligner que l'émotion aujourd'hui est un travail en fait que réalisent les visiteurs. Les visiteurs vivent des émotions, ressentent des émotions qui vont être utilisées en fait par le musée. Alors il y a une des formes d'utilisation qui est le partage sur les livres d'or, qui dont on voit maintenant beaucoup de versions numériques et où donc on est invité à... Alors le livre d'or c'est pas que pour dire ses émotions, ça peut être aussi pour faire une critique savante, pour dire qu'on est d'accord ou pas, etc. Mais quoi qu'il en soit, notamment les émotions que l'on va laisser dans les livres d'or vont être réutilisées, enfin, recyclées, je dirais, dans de nombreux canaux de partage et de communication utilisés par les musées. Donc, les émotions sont un matériau qui va être recueilli, mis en scène et remis en circulation, à la fois pour être accessible à l'ensemble des membres des communautés ouvertes que constituent maintenant donc, les réseaux sociaux et dans l'idée du web de zéro, donc un web où les utilisateurs sont eux-mêmes générateurs de contenu. Donc là c'est le cas, on génère des contenus sur les émotions. Et donc, ça va être recyclé aussi pour des moyens de médiation. Par exemple, expliquer aux autres ce qu'on a ressenti, on peut dire que ça peut être intéressant en termes de médiation, mais aussi de promotion. Et là, la frontière entre médiation, interprétation d'une part, et communication, promotion de l'autre, en fait, elle est très floue. Donc, quand même souligner qu'à l'ère des réseaux sociaux, les contenus sont de l'or en barre, et que nos émotions, eh ben, elles sont exploitées en fait par les musées. Alors, pour deuxième point, aborder une dimension un petit peu plus politique, je reviens sur ce caractère partageable des émotions. C'est intéressant. Parce que l'émotion donc peut devenir collective et peut être créatrice de liens. Elle peut même soulever les foules, pour reprendre le titre d'une exposition qui était ça, sur le soulèvement. Et la question c'est du coup, est-ce que ce serait une bonne idée de politiser ces émotions, c'est-à-dire de les utiliser pour essayer de créer des forces collectives? Du coup, ça voudrait dire que le musée veut aussi être un acteur social un peu plus engagé, qui porterait justement ces émotions collectives. Donc on revient là à la question de comment on définit le musée aujourd'hui et au débat du Conseil international des musées en cours depuis la fameuse conférence de Kyoto en 2019. Et pour prendre un exemple, la récente exposition proposée par le musée d'histoire de Nantes, intitulée « L'abîme, Nantes dans la traite atlantique et l'esclavage colonial 1707-1830 ». Donc c'est le résultat d'un travail de recherche pour actualiser les connaissances sur l'influence et l'importance de la traite et de l'esclavage dans l'histoire de la ville de Nantes et au-delà, enfin voilà, dans l'Occident. Où est-ce qu'on va, jusqu'où on va dans cette expression au musée, par exemple, sur la volonté de décoloniser le musée, mais aussi peut-être de se faire porte-parole de collectifs qui souhaiteraient avoir des réparations, par exemple, sur ces questions de l'esclavage. Donc, quelles sont les relations là qu'on a avec les communautés locales, diasporiques ou plus globales, qui éventuellement portent des forces de contestation de
de ces effets d'esclavage et qui pourraient donner lieu à des demandes de réparation symboliques, financières, à voir. Hein. Donc, en tout cas, voilà, je voulais prendre cet exemple pour voir cette possibilité, enfin cette question de l'engagement. Et puis pour terminer, j'ai vu récemment que le gouvernement de Finlande avait inauguré le 7 octobre 2021 un musée des émotions. Un musée des émotions qui est c'est un musée virtuel où l'on propose aux Finlandais, avant tout, hein, de déposer un témoignage sur les émotions qu'ils ont ressenties depuis le Covid. Et pourquoi on leur demande de faire ça? Parce que, c'est dit vraiment en toutes lettres, parce que pour se remettre, un pays doit examiner ce par quoi il est passé. Donc, on a là l'émotion qui est la matière d'un nouveau musée, un musée qui devrait servir à réparer un pays. Donc là, je ne sais pas ce qu'il adviendra, mais pour moi, là, c'est vraiment un tout nouveau encore modèle d'usage de l'émotion au musée, qui comporte aussi ses dangers, parce que, voilà, est-ce que ça veut dire que le musée est thérapeutique, thaumaturge ou orthopédique, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il intéresse les gouvernements, au moins de la Finlande. Donc, je conclurai sur ces interrogations. Donc, merci de votre attention et de vos émotions, si vous en avez. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce très beau sujet? Est-ce que vous avez visité l'exposition tout à l'heure, Gaïa? Et vous pouvez peut-être en dire quelques mots par rapport justement à l'introduction des émotions dans les parcours muséographiques, ce que ça a suscité peut-être chez vous lors de cette découverte réelle? Parce que je vous avais peut-être envoyé quelques clichés. Oui, c'est ça, j'avais vu la documentation et tout ça, mais c'est vrai que... Alors, j'ai... bon, peut-être que ce que j'ai abordé est un peu éloigné ou décalé de ce que peut-être vous attendiez à voir. Et j'ai choisi de ne pas spécialement non plus centrer sur ce qu'a fait, Julien Salot, mais je pense que c'est remarquable en fait. C'est remarquable d'avoir cette démarche de création d'une œuvre avec cette portée sur la relation avec le territoire, mais aussi aux limites, enfin voilà, et de l'installer ainsi dans un musée des beaux-arts et d'art décoratif. Mais finalement, oui, voilà, enfin, c'est très varié, quoi. Et donc, une expérience immersive en soi, et qui a cette capacité d'une belle œuvre d'art à nous transformer du coup la vision du musée dans son ensemble. Et puis voilà, c'est audacieux. C'est sûr que ça tranche avec certaines des salles du musée voilà, qui sont classiques, quoi. Moi, vous aurez sûrement compris que je suis plutôt favorable à tester le maximum de choses justement pour multiplier les voies d'accès. Et même là, en repassant dans l'exposition, j'ai croisé des familles, c'est merveilleux quoi, de voir les enfants. Ils sont fascinés. Là, il y a des enfants qui venaient visiblement pas pour la première fois, hein, qui étaient en train de traîner les parents pour y retourner. Hein. Oui. Les enfants sont prescripteurs, on le dit jamais assez. Et là, ce qui est assez étonnant, les retours que j'ai oraux ou via effectivement le livre d'or, parce que je le feuillette de temps en temps pour un petit peu regarder le retour des visiteurs, les émotions sont assez présentes. On a des waouh, bravo, c'est merveilleux, c'est des termes qui sont extrêmement forts. Et là où je rejoins aussi Gaëlle Crène, c'est que des visiteurs nous disent on vient pour la 4e, la 5e fois. On est venu une première fois, puis on veut revenir. Puis finalement, on voit les choses différemment. Et puis peut-être que dimanche, on va suivre la visite guidée. Donc on aura encore d'autres explications. On vient à une conférence.
Après cette conférence, on va y retourner. Et en fait, les gens viennent et reviennent. Alors, c'est ma première exposition ici au musée Mandel, donc j'ai pas de recul, mais disons que c'est un joli retour d'expérience, je trouve. Bah, c'est précieux. Hein. C'est très précieux. Moi, je crois que c'est la première fois qu'on voit ça. Ah, alors, c'est Mariée qui nous le dit. Mais il y a vraiment des émotions très positives qui sont suscitées par tous les publics. Il y a eu des moments d'échange avec des créateurs. Je pense en particulier à Bougie, de Nouvelle fois, mais c'est pas dans la même interactivité. Non. Et là, c'est vrai que c'est aussi très merveilleux. On rentre comme dans une caverne d'Ali Baba, mais dans le noir, et éclairé avec cette lumière noire. Et j'aime à dire que Julien Salot déverrouille des portes, libre à vous de les emprunter ou pas. Donc libre à vous de vous laisser embarquer dans son univers ou dans le vôtre. Ça peut vous rappeler des souvenirs, ça va réveiller en vous effectivement des souvenirs et des émotions. Et c'est la raison pour laquelle j'ai contacté assez rapidement Gaëlle Crène pour qu'elle puisse contribuer, enfin si elle le désirait, au catalogue d'exposition et qu'elle puisse intervenir pour une conférence. Ça me semblait très intéressant d'éclairer cet aspect-là, l'introduction des émotions dans un parcours muséographique. Moi, je me demandais dans les réactions des visiteurs que vous avez eues, il n'y en a pas qui ont été, par exemple, un peu submergés ou bien du vertige ou des choses comme ça, parce que moi, c'était un peu limite ça. Hein. Oui, alors j'en ai eu une fois en visite interservice qui m'a dit, qui est claustrophobe et qui a visité des grottes rupestres et qui m'a dit je retrouve la même sensation dans les grottes, cette sensation d'oppression. Et en plus, c'est vrai qu'on le dit, on pénètre dans cet espace. Certains espaces sont bas de plafond, la première partie. On pousse ce rideau, on rentre, on est dans le noir, on est dans une boîte. Et on part, c'est vrai, effectivement, cette sensation d'oppression, d'enfermement. Parce que les musées ont pas mal travaillé la notion de sas pour, mais pas, là je parle pas pour entrer dans une œuvre immersive, mais pour débuter des parcours et faire en sorte qu'on comprenne bien que quand on rentre dans un musée, on quitte le monde normal et on rentre dans un espace particulier en fait. Et donc dans les scénographies contemporaines, on a beaucoup insisté sur les effets de sas comme ça, souvent, par exemple, de proposer un espace sombre qui va faire le début de la visite, et sombre, et éventuellement un peu en pente, et éventuellement un peu contraint. Enfin voilà, des fois on n'hésite pas à mettre le visiteur dans une situation un peu inconfortable physiquement, pour maximiser cette idée que, attention, on rentre dans le monde de l'exposition, car l'exposition est un monde. Là c'est à grande échelle avec cette œuvre. C'était conçu comme ça. À vrai dire, moi je n'avais pas compris que c'était dans le musée en fait. Je croyais que c'était dans une cour. Ah. Donc là, j'avais pas compris qu'en fin de compte, on pouvait poursuivre le parcours après. Bien sûr, oui. Le bâtiment est l'ancienne orangerie qui relie les deux hôtels particuliers. Donc ça sert de reliance, de lien, de déambulation. C'est vraiment totalement intégré au bâtiment. Oui. Il y avait cette volonté vraiment de pénétrer dans un espace, donc ce côté théâtralisé avec les rideaux. Alors bien entendu, on le répète jamais assez, il ne fallait pas de pollution de lumière blanche, naturelle ou artificielle, donc il fallait absolument, on va dire, colmater les espaces. Mais le rideau, ça sert vraiment, le visiteur doit pousser les rideaux et pénétrer dans un autre univers. Et pour ressortir de la même façon, il pousse des rideaux, il passe dans la salle de projection et après dans les espaces permanents. Le visiteur, en fait, rentre dans un jeu, rentre dans un espace et après, libre à lui. Dans un espace imaginaire. Totalement. Oui. Il n'y a pas un risque de dévalorisation des expositions traditionnelles? Moi, je pense que non, parce que je pense que d'abord, les expos traditionnelles, elles ont aussi un public qui a les moyens de les décoder, et ce public, il existe toujours. Mais je pense que
aux moyens traditionnels, rajouter une gamme d'autres entrées possibles pour des publics de plus en plus nombreux qui n'ont pas forcément les références de la culture savante, cultivée, etc., c'est bien aussi. Moi, j'ai pas l'impression qu'on risque une dégradation, globalement. Je suis assez d'accord. Des gens au musée qui n'y viendraient pas. Disons que cette exposition, elle attire un public qui est habitué des musées, on est bien d'accord, les amis des musées, les premiers, bien entendu, mais aussi un autre public, vous avez raison, il y a des personnes qui n'étaient pas venues au musée depuis très longtemps et on m'a dit, voilà, on revient. Donc peut-être que ça donne envie, cet aspect un petit peu séducteur pour donner envie, mais pour vous rassurer, il y aura d'autres types d'expositions. Il y a eu ce projet-là totalement immersif qui est aussi lié à une situation exceptionnelle. Depuis 1 an et demi, nous sommes dans une situation sanitaire qui est complexe. Donc il fallait envisager une exposition qui soit présentée malgré peut-être un énième confinement. D'où une exposition monographique avec un artiste et un montage in situ, une résidence. Si on avait dû décaler l'ouverture, ce n'était pas grave puisqu'il était sur place, il créait. Il n'y avait pas de transport, ce n'était pas une expo collective. L'année prochaine, nous travaillons en 2022 sur une exposition sur le design qui sera peut-être beaucoup plus classique, on va dire. Mais je pense qu'il faut savoir présenter des œuvres de manière différente pour tous les publics. Il faut que ce soit complémentaire. Et je rejoins ce que disait Madame Crène tout à l'heure. Eh bien, merci beaucoup pour votre venue. À 18h15. Ah. Bonne fin de soirée. Et je remercie encore Gaëlle Crène pour sa venue et sa très intéressante conférence. Merci.